Alors, Sigmund Freud étudie le motif du double dans son article L'inquiétante étrangeté de 1910. Il cite les travaux d'Otto Rank qui montrent que l'homme primitif divisait le moi entre une partie mortelle et une partie mortelle. Le double moi avait pour fonction de nier la mort et de garantir l'immortalité du moi dont l'ombre continuerait à vivre après la disparition du moi corporel. Mais lorsque l'homme, par son développement, reconnut l'irrévocabilité de la mort, le double, jusqu'alors ange gardien, se transforma en un inquiétant avant-coureur de la mort. Dans son étude sur Don Juan, Rank relève que le valet Leporello remplace son maître dans certaines scènes, tandis qu'à d'autres moments, il critique ses actions et s'inquiète de leurs conséquences. Ce personnage illustre le mécanisme du dédoublement du moi, tout ça c'est rankelien, visant à projeter au dehors la personnalité étrangère ou contraire au moi conscient. Selon Freud, le double subsiste à l'intérieur du moi en tant que conscience morale. Il note que dans le cas pathologique du délire de surveillance, la conscience morale, elle est isolée, dissociée du moi par clivage, observable par le médecin. Ainsi, les schizophrènes, comme on a dit tout à l'heure, traitent les mots comme des choses. Freud, l'inconscient. Leur langage a perdu sa capacité de métaphoriser. Le mot entraîne immédiatement l'action. Il est la chose, comme illustrent les rêves de toute puissance de Marie. Marilyn, c'était mon prénom avant. Marilyn, c'est comme un fantôme. Personne ne la voit, mais elle est là. Quand je lui parle, les gens se retournent vers moi. Donc on arrête de parler. On se promène à trois avec une vraie copine. Il n'y a pas qu'elle, il y en a plein d'autres. Il y a les gardes du corps. Je leur dis de surveiller une personne dans la réalité et ils le surveillent. Après, ils me disent « Vous ne les voyez pas, ils sont invisibles. » Au fil des séances, j'apprends que Marilyn l'accompagne en permanence. Elle la suit dans le dos, comme elle dit, et dort avec elle dans le même lit. Elle est là en cas de coup dur pour l'encourager, la consoler quand elle s'ennuie, la rassurer quand elle a peur. Elle lui donne aussi des ordres, se moque d'elle et censure certains thèmes de son discours, notamment en séance. Régulièrement, Marie cherche ses mots. Ceux-ci lui sont renvoyés par Marilyn. Elles sont si proches d'ailleurs que Marie me parle avec la voix de Marilyn. Si Marilyn n'est pas réelle pour l'autre, elle l'est pour Marie, puisqu'elle l'aperçoit. L'utilisation des termes vrai, réalité dans son discours, montre bien que Marie ne méconnaît pas la réalité externe, mais elle y fait cohabiter un autre fragment, sa réalité privée, pourrait-on dire. La contention se faisait par la camisole des fosses, mais aussi en faisant usage des médicaments phytothérapeutiques, des douches et des preuves touchantes du désir du clinicien. Je cite Pinel. Donc lui, le malade, on se réunit pour déjeuner, pour jouer au billard. Fin de citation. Et j'essaierai injuste d'évoquer Philippe Pinel sans évoquer Jean-Baptiste Poussin. C'est lui qui, selon Pinel lui-même, contribue si puissamment à la guérison des aliénés par cette sorte de traitement moral. Fin de citation. Dans l'édition de 1905, Kraepelin met en évidence que, je le cite, la démence précoce commence volontiers par une phase de dépression. Fin de citation. Cette remarque est importante pour mettre en évidence la responsabilité qui est la nôtre de ne pas banaliser le mot dépression, comme c'est l'usage des responsables du DSM. C'est à nous d'un examen approfondi, ce qui caractérise la clinique franco-allemande, la clinique européenne. Donc, c'est à nous, dans un examen approfondi, examen en forme d'association libre, soutenu par le transfert, de trouver les racines des symptômes. Goller défend l'idée de que, je le cite, la schizophrénie n'est pas une psychose de la puberté au sens strict,
bien que dans la plupart des cas, l'affection devienne manifeste peu après la puberté. Si l'anamnèse est relativement bien faite, on peut en suivre la trace jusqu'à l'enfance, et c'est jusqu'aux premières années d'existence, dans au moins 5% des cas. Fin de citation. À partir des années 50, et avec l'apparition des neuroleptiques, la camisole devient chimique. Aujourd'hui, nous trouvons la possibilité de faire en sorte que le malade devienne patient et puisse ainsi vivre hors des murs de l'hôpital psychiatrique et même être reçu en consultation à l'extérieur, comme c'est le cas chez les patients d'un autre CPP, consultation publique de psychanalyse. Avec Freud, une tentative de théorisation de la schizophrénie a été mise en place. Les psychanalystes ne se sont pas dérobés d'une psychothérapie possible avec les schizophrènes. Cependant, comment opérer, soutenu par le transfert, avec le patient schizophrène? Nous ne pouvons pas parler de psychanalyse du schizophrène, mais de psychothérapie du schizophrène avec psychanalyste. Entendez ici schizophrène comme étant notre semblable qui a pris le chemin de la division radicale d'avec le monde et qui a mis toute la gomme pour que rien ne puisse venir coller les morceaux de ce qui, d'emblée, était, pour nous tous, d'abord fêlure structurelle. Ces derniers paragraphes met en évidence trois données qu'il me semble important de commenter dans la relation de l'être et de son aliénation au monde. Chez nous, les êtres parlants, c'est d'abord l'aliénation, et ensuite, peut-être, un certain raisonnement pertinent. Vous voyez que je n'éloigne pas beaucoup les schizophrènes de nous. Hein? C'est un truc un peu peut-être, un peu pertinent, un peu... Bon. En ce sens, et Freud avait mis les doigts dessus, mais c'est non sans une certaine stupéfaction, il y a de la folie chez l'être normal. Il faut entendre le normal comme, je cite Lacan, quelqu'un qui s'y met dans la position de ne pas prendre au sérieux la plus grande part de son discours intérieur. Je trouve cette formule magnifique. Ce sont les manières d'être dans le monde qui nous indiquent que quelqu'un a fait le choix de la névrose, de la psychose ou de la perversion. Là, vous voyez bien que je ne traite pas le schizophrène comme malade ou comme... Non, non, non. Il a une part de responsabilité dans son choix d'être parmi nous, ou être dans le monde, on va dire ça comme ça. Dans le cas de la psychose, nous trouvons la paranoïa et la schizophrénie, par exemple. Et même dans la schizophrénie, nous trouvons des particularités qui varient d'un patient à un autre. Ainsi, au contraire de se limiter au diagnostic, il nous faut créer un dispositif pour, avec ces choix radicaux de l'être, qui est de lire le monde comme un schizophrène, qu'il puisse trouver un moyen de vivre sa vie. C'est ça pour moi le fondamental. En 1954, Henriet écrit « La schizophrénie n'est pas au début, mais à la fin de l'évolution. Elle n'est pas la propriété première d'un caractère, d'une relation objectale ou d'un processus spécifique, mais le produit secondaire d'une désorganisation de l'être dont l'imaginaire devient la loi de l'existence. » Bizarre, vous avez dit bizarre. Les anges sont blancs. Ce titre, qui peut paraître énigmatique ou bizarre au premier rapport, ne l'est finalement pas. C'est en relisant la définition de la schizophrénie proposée par le dictionnaire de la psychanalyse de Bourdiès-Gouet-Plon que je l'ai choisi. Honoré de Balzac, qui est cité comme étant le premier à décrire dans son roman L'Île-en-Berre de 1832, je cite, la quintessence de ce qui allait devenir le symptôme schizophrénique. Voici l'extrait où le narrateur retrouve son ami Louis après de longues années. Louis se tenait debout comme je le voyais, jour et nuit, les yeux fixes, sans jamais baisser et relever les paupières comme nous en avons l'habitude.
J'essayais de lui parler à plusieurs reprises, mais il n'entendit pas. C'était un débris arraché à la tombe, une espèce de conquête faite par la vie sur la mort, ou par la mort sur la vie. J'étais là depuis 1 heure environ, plongée dans une indéfinissable rêverie, en proie à 1000 idées affligeantes. J'écoutais Mademoiselle de Villenoix, qui me racontait, dans tous ses détails, cette vie d'enfant au berceau. Tout à coup, Louis cessa de frotter ses jambes l'une contre l'autre et dit d'une voix lente « Les anges sont blancs ». Louis Lambert, amoureux fou, tombe en schizophrénie la veille de son mariage. Mademoiselle de Villenoix recueillera et prendra soin de son infortuné fiancé, partageant son absence, son silence, son immobilité, elle-même frappée d'une étrange maladie d'amour, puisqu'elle affirme pouvoir le suivre dans ses pensées sans qu'il ne parle. Mais il semblerait que désormais, la quintessence soit largement dépassée, puisque la schizophrénie catatonique disparaît grâce à la prise en charge précoce et continue des patients. Cette phrase, « Les anges sont blancs », ne tombait pas du ciel, mais était l'aboutissement d'un long cheminement intellectuel, mais aussi celui de la culture de Balzac et de son époque. Balzac nous narre la vie de Louis Lambert et écrit que l'Ancien et le Nouveau Testament étaient tombés entre les mains de Louis à l'âge de 5 ans, et ce livre, où sont contenus tant de livres, avait décidé de sa destinée. Une vie qui le mènera d'un pensionnat où il exerce son génial cerveau en discussion avec le narrateur. Je vous lis. Notre indépendance, nos occupations illicites, notre fantaisie apparente, l'engourdissement dans lequel nous restions, nos punitions constantes, notre répugnance pour nos devoirs et nos penseurs, nous valions la réputation incontestée d'être des enfants lâches et incorrigibles. Ce qui peut que nous rappeler l'enfance de beaucoup de patients. Il n'y a pas que la Bible qui soit tombée dans les mains de Louis Lambert et de Balzac, mais les écrits théosophiques d'Emmanuel Swedenborg, né en 1688 à Stockholm. Il fut d'abord un scientifique et un menteur prolifique. C'est lui qui découvrit la fonction des glandes endocrines, le fonctionnement du cerveau et du cervelet. Il produisit également une étude avancée sur la circulation du sang et sur la relation du cœur et des poumons. Mais, à l'âge de 56 ans, il déclara être entré dans la phase spirituelle de sa vie et dit ensuite avoir des rêves et des visions mystiques dans lesquels il discutait avec des anges et des esprits, voire avec Dieu et Jésus-Christ, et visitait même le paradis et l'enfer. Il écrivit une longue liste d'ouvrages à ce sujet. Il influença fortement les écrivains et les poètes romantiques, dont Balzac, qui contribua vivement à le faire connaître. Il me semble que c'est avec beaucoup d'humilité qu'il nous faut aborder le continent schizophrénique où tant d'êtres se perdent. On cite souvent des fous géniaux comme Antonin Artaud, Gérard de Nerval, Oderlein, mais il faut remarquer qu'il y a peu de génie pour beaucoup de fous. Les angoisses, les hallucinations et délires entraînent une souffrance plus qu'importante chez les schizophrènes, mais aussi chez leurs proches et ne rendent pas la tâche facile aux soignants. Quelques chiffres. Un bébé sur 100 deviendra schizophrène, soit 600 000 personnes en France. 30 à 50% des schizophrènes ont fait au moins une tentative de suicide dans leur vie. 10% meurent par suicide. Une étude américaine a établi qu'entre 1 tiers et 2 tiers des SDF souffrent de cette maladie. Dans les hôpitaux psychiatriques, près d'1 lit sur 2 sont occupés par des personnes souffrant de schizophrénie. Selon l'OMS, c'est la première cause de handicap chez les jeunes. La maladie se déclenche dans la majorité des cas entre 15 et 25 ans. La moitié des schizophrènes arrivent cependant à trouver un travail, protégé ou non. Et a priori, 60% des malades ne perçoivent pas qu'ils sont malades. Alors, comment les soigner? Et pourtant, 25% d'entre eux s'en sortent spontanément. Les faits divers. La schizophrénie vient régulièrement se rappeler à nous par le biais des faits divers. Ainsi, en 2004, un homme poignardait une infirmière et une aide-soignante de l'hôpital psychiatrique de Pau. En 2008, un autre tuait un étudiant dans une rue de Grenoble. En 2010, un jeune schizophrène de 29 ans poussait un voyageur sur les rails du VRER. Dernièrement, avec l'affaire du viol et meurtre de la jeune fille de 16 ans, l'opinion s'est encore émue et identifiée. Une nouvelle loi sera certainement encore votée. Mais selon le psychiatre Daniel Zaguri, expert auprès des tribunaux, ces faits extrêmement graves ne doivent pas stigmatiser les schizophrènes et ne pas faire oublier que 90% de ces patients ne sont pas violents et ne le seront pas. Et que si tous les acteurs, pompiers, policiers, infirmiers, médecins généralistes, etc., étaient formés et travaillaient en réseau, les familles alertant avant le passage à l'acte seraient enfin entendues.